Toutes les étoiles en parlent. Numéro spécial Irak, berceau des civilisations. Mésopotamie, tout doit disparaître. Un article de Mark Andevelde dans le monde diplomatique. Très vite, à la mi-avril, la rumeur se propage dans toute la ville de Bagdad, puis dans le monde entier. Le musée archéologique renfermant de véritables trésors mésopotamiens est livré aux pilleurs, au même moment où les troupes américaines prennent position dans la capitale irakienne. Tollé général, préférant protéger le ministère du pétrole, le commandement américain a laissé le musée à l'abandon. Résultat, quand les premières images affluent sur les télés du monde entier, c'est la consternation. Des vitrines brisées, vides des objets jonchant le sol, des conservateurs désespérés courent derrière les derniers pillards, des portes défoncées. Au musée, la panique règne. Le directeur de recherche irakien, Donny George, parle de catastrophe. Les journalistes avancent le chiffre de 170 000 pièces ravagées ou volées, soit la totalité des collections. Même Jacques Chirac y va de sa petite phrase. C'est un véritable crime culturel contre l'humanité. Face à la polémique, le département d'État américain demande à Interpol d'organiser une conférence internationale pour tenter de dresser un premier état des lieux. Parmi d'autres experts, conservateurs ou policiers, l'archéologue Jacques Lasforgue, qui travaillait jusqu'à l'année dernière au musée de Bagdad, était présent. Les Américains ont été affligeants. Leur objectif, de créer une immense banque de données pour l'inventaire des objets disparus, est d'une naïveté effrayante, voire affolante, explique-t-il excédé. Répertorier des milliers d'objets ne sert à rien, puisqu'on ne connaît toujours pas la liste exacte des objets pillés. Méfiant, Jacques Lasforgue continue et précise « Il faut quand même être extrêmement prudent. Qu'est-ce qui a réellement été volé ?» Sur les images de France 3, on a bien vu que les Irakiens ont protégé ou déménagé certaines pièces. Je ne comprends pas, continue le journaliste Mark Andevelde, je ne comprends pas pourquoi les responsables ont annoncé une catastrophe alors qu'ils étaient au courant des différentes précautions prises. Le 20 mars 2003, les forces de la coalition menées par les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak en bombardant Bagdad. Début avril 2003, les avions américains finissent de nettoyer la banlieue de Bagdad, sans se soucier des civils. Le 8 avril 2003, les forces américaines pénètrent dans Bagdad, déclenchant une guérilla urbaine. Les forces irakiennes de Saddam sont défaites et fuient. Les forces américaines prennent position dans le cœur de la ville. Le chaos s'installe, donnant libre cours au pillage. Et les pilleurs n'épargnent aucun endroit. Pas même le temple de leur mémoire, le musée archéologique de Bagdad. Toutes les femmes
siècle, je reviens, esprit d'un feu qu'on croyait éteint. Je renais des cendres de ma mémoire, au secret d'un laboratoire. Avec l'encre de mon sang, j'ai resigné pour un temps. Toutes les nuits, le diable m'emporte. Une femme gémit à ma porte. Mais c'est Hélène que je veux revoir. Elle m'attend derrière le miroir. J'ai découvert le secret de l'homme. Avec elle je vaincrai la mort. On survolera sous l'aile de nos âmes les opéras en flammes. Dr. Faust, Dr. Faust. Toutes tes théories sont fausses. Tu croyais que les aiguilles tourneraient à l'envers. Tu as voué ton génie à tous les enfers. Mon génie crée des hommes au cul. J'inventerai la beauté suprême. Elle s'appellera Hélène. Mais la femme qui gémit à ma porte, est-ce le diable en son ventre qu'elle porte? Je n'ai plus d'ombre et dans la glace, mon image s'efface. Dr. Faust, Dr. Faust. Toutes tes théories sont fausses. Tu croyais que les aiguilles tourneraient à l'envers. Tu as voué ton génie à tous les enfers. Faust, Dr. Faust. Ton verre, porte un toast à Lucifer. Dr. Faust, Dr. Faust. Un album rare, Jean-Luc Debatisse, qui interprète Dr. Faust. Et il m'a semblé, Jean-Christophe Isartier, que cette chanson, qui n'est pas vraiment connue sur les médias, incarnait, allez, je vais me lancer, George W. Bush.
Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Claude, comment ça va? Je suis heureux de te retrouver 3 ans après. Oui, c'était je crois le 24 février 2006, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Oui. Tu savais que cette émission avait été mise en ligne sur Dailymotion ? Oui, je le savais, oui, parce que de temps en temps je regardais ce qui se passait sur Internet autour de ce livre, et j'ai eu soudain un afflux d'emails, donc je me demandais pourquoi, et en fait parce que cette émission avait été mise en ligne alors par un internaute, et peut-être récemment par la radio précédente où tu œuvrais. Où j'officiais, effectivement, officier tout en étant un tout petit caporal sergent et encore. Uruade. Oui. C'est un thriller, c'est un roman. Alors évidemment, on pourrait penser que ce roman écrit en 2006 par Jean-Christophe Issartier reste un roman avec toute l'imagination d'un écrivain, mais en même temps, ce livre, qui a été relativement boycotté, j'ai l'impression de me retrouver 3 ans en arrière. Tu as rencontré beaucoup de difficultés pour que ce livre soit édité, Jean-Christophe. Alors, depuis, j'en sais un peu plus. Donc, c'est pas tellement pour l'éditer que j'ai rencontré des difficultés, mais il se trouve malheureusement qu'au sein de la maison d'édition qu'il a tout d'abord édité, mis à part le directeur de collection qui, lui, après être tombé sur ce manuscrit, a voulu faire quelque chose d'un peu qui sortait un peu de l'ordinaire pour le publier et pour faire sa promotion. Et il y a eu un petit peu au sein de la maison d'édition une coalition anti-Uruade qui a œuvré plutôt pour l'enterrer. Alors malgré ça, le tirage a été épuisé. Donc ce qui prouve que le but n'a pas été... Le tirage, mais pas l'auteur. Hein. L'auteur non plus, de temps en temps, il est fatigué. Mais donc le tirage a été épuisé en mars 2008 à peu près. Beaucoup de livres ont été vendus par Internet, puisque finalement ce qui n'a pas été bien fait, c'est le placement en librairie. Ça a été fait un peu n'importe comment. Bon, on peut dire, enfin d'abord je dois quand même remercier cette maison d'édition qui a pris en charge ce livre. Bon, tout simplement, on peut penser que ce livre sortait du cadre, disons, des publications habituelles du félin, et donc bon, il n'avait pas trop envie de s'en occuper, quoi, tout simplement. Donc bon, on va pas leur en tenir rigueur trop longtemps. Il faut passer à autre chose. Dire ce qui s'est passé. Oui, le passé est passé, le présent reste à l'instant, et le futur, nous verrons bien. Donc, deuxième édition d'Uruade. Voilà. Donc, après après qu'il fut épuisé, bon, je l'ai proposé à d'autres maisons d'édition qui m'ont... alors, certaines étaient d'accord, mais voulaient changer un petit peu le début, voulaient changer un certain nombre de choses. Et puis, je l'ai proposé à des maisons d'édition en même temps que j'envoyais mon deuxième manuscrit. Donc, j'ai fait ça il y a pas très longtemps. Et puis, finalement, fin 2008, devant l'afflux d'emails de personnes de France, mais beaucoup du Canada aussi, donc devant l'afflux de personnes qui me demandaient où on peut trouver, où on peut se procurer le livre, j'ai décidé de créer Arbel Édition, avec quelques autres personnes, pour ressortir Uruade, déjà dans un premier temps pour avoir le plaisir de pouvoir le vendre aux personnes qui souhaitent l'acheter, pour pouvoir faire en sorte qu'il continue à circuler, parce que c'est assez frustrant pour un auteur, pour un artiste quel qu'il soit, de voir son œuvre d'abord demandée et impossible à proposer. Donc Arbel Édition, créée fin 2008, qui se met en place doucement, et qui sera, donc le livre sera à nouveau disponible sur Internet, je pense d'ici fin avril. Et puis il est disponible sur le site Internet d'Uruade, www.uruade.com. Par la même occasion, dire à celles et ceux qui nous écoutent que ce n'est pas aussi simple. Non seulement devoir accepter un manuscrit, mais après que le manuscrit soit édité, mis en forme, distribué, c'est un peu comme au loto. Alors oui, on découvre tout un monde. C'est vrai que c'est intéressant que tu parles de ça. Puis j'imagine que je crois qu'il y a 2 ou 3 millions de personnes qui écrivent en France. Donc parmi les gens qui nous écoutent, il y a certainement des gens qui écrivent, qui envoient des manuscrits.
Alors, j'avais déjà été publié, j'avais publié des nouvelles, ou j'avais publié des recueils de poésie, j'avais eu quelques petits prix. Je conseille aux auteurs en herbe de participer à des concours, c'est très intéressant. Et lorsque donc mon premier roman a été choisi par Le Félin, évidemment j'étais fou de joie. Et on pense qu'on est arrivé, mais non, pas du tout. Ensuite, on découvre toute la complexité de la distribution. Si on tire votre ouvrage à 500 exemplaires et qu'on le place pas en librairie, il aura beaucoup de mal à passer. Ensuite c'est du commerce, hein, donc un ouvrage pas terrible qui est très bien vendu et qu'on entend sur toutes les radios, on arrivera à vendre 10 000, 20 000 exemplaires, s'il est bon 100 000. Et puis un ouvrage qui peut être, il y a beaucoup d'ouvrages très bons qui vendent pas beaucoup d'exemplaires parce que la promotion n'est pas faite. Hein, Tout va dépendre si l'attaché de presse est bien avec tel ou tel animateur ou producteur de radio ou de télévision. Alors, c'est beaucoup le milieu copain-copain. Hein. Oui. Mais c'est pour dévoiler, pour baisser le masque. Oui. Parce que nous voyons sur des chaînes de télévision ou nous écoutons sur des antennes de radio régulièrement toujours les mêmes qui passent. Alors c'est vrai. Moi je suis un peu, comment dire, je regarde très peu les émissions littéraires, par exemple. Je les regarde plus trop parce que moi mes auteurs préférés, ils diffèrent beaucoup dans leurs écrits de ce que je présente aujourd'hui, ou Roide et des livres suivants dont on va parler. C'est Nabokov, c'est Jim Harrison, c'est Mishima, c'est Bukowski, c'est Nietzsche. Alors c'est vrai que quand on aime lire, quand on est un grand lecteur et qu'on voit ce qui est présenté à 50-60%, je sais pas, par les médias principaux et par les émissions littéraires, notamment sur la télévision, on est un peu atterré, quoi. On est un peu atterré de voir des livres présentés comme le roman du début du siècle, alors que les présentateurs ou les personnes qui font la promotion de ces livres, je pense qu'elles sont souvent pas dupes. C'est du business, quoi. C'est du business. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, moi je suis assez à l'aise par rapport à ça. J'ai rien contre. C'est du business. Les gens font du business. Il faut essayer de faire sa place. Je crois qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a de plus en plus de moyens parallèles de contourner les grandes institutions en place qui opèrent par copinage. Tu as vu Adopi, ça a été rejeté par l'Assemblée nationale. Hein. Oui, j'ai vu que c'est une bonne nouvelle, ça. Ça doit être reproposé par. Mais de toute façon, comme c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Alors c'est possible. Tout ce qu'ils veulent. Hein. C'est possible qu'on en reste là et que ce soit rejeté. Je crois que la gauche a voté contre et des députés du centre et du nouveau centre aussi. Certains hommes politiques disent déjà c'est la première claque que le gouvernement en place est en train de recevoir. Oui, alors c'est curieux qu'il n'ait pas fait attention et qu'il n'ait pas envoyé plus de députés UMP au front. Peut-être qu'au sein de l'UMP, il y a des personnes qui sont secrètement contre cette loi également. J'ai l'impression qu'on est un peu le seul pays. Peut-être que l'Angleterre a fait quelque chose dans ce domaine aussi. J'espère on n'ira pas un jour vers la censure sur Internet. Je ne sais pas si c'est possible techniquement d'ailleurs, peut-être que ça n'arrivera jamais. Tu verras que les fournisseurs d'accès crypteront les adresses IP. Crypteront les adresses IP. Oui. Dans quel but tu veux dire pour que les utilisateurs ne se fassent pas pincer. Ah oui. Oui, puis il y a des moyens. Alors quand on est très quand on est au top de l'informatique, il y a des moyens de crypter, oui, effectivement, son adresse IP. J'ai pas regardé le détail de la loi. Hein. Non, moi non plus, mais j'ai regardé vite fait, bien fait. J'ai dit tiens, enfin une bonne nouvelle. Oui. Oui, c'est vrai que comme ça, même sans connaître les détails, on se dit chouette, chouette, puisque les lois, il y a quand même d'autres lois. On va peut-être pas en parler ici, qui sont passées, pour lesquelles on aurait bien aimé qu'il y ait des députés UMP absents et qu'elles soient rejetées. Et qu'est-ce qui a été reproché au premier exemplaire, au premier tirage du Ruade? Que c'était pas politiquement correct? Simplement, si je puis me permettre, oui. Jean-Christophe Issartier, le nom Uruade, nous verrons d'où il vient. Ce qui me gêne, c'est le sous-titre. Les Américains ont-ils envahi l'Irak pour protéger un secret? C'est le terme américain, les Américains.
Je sais que ça fait très, très vendeur, mais je ne suis pas trop d'accord sur les Américains. Il y a 3 ans, j'avais dit que j'avais pas choisi ce sous-titre, mais que je l'assumais. Il avait été choisi par le directeur de collection. Depuis, donc dans la nouvelle édition, ce qui n'enlève rien, je te rassure tout de suite, à la qualité de ce livre. Hein. Ça n'enlève rien parce que c'est un livre prodigieux, prodigieusement informé, qui nous parlera aussi de tous les voyages, de toutes les pérégrinations qui ont été les tiennes. Tu n'es pas resté toute ta vie confiné dans un petit village pas très loin du Vésinet. Tu as beaucoup bougé aussi. Ça n'empêche pas, c'est vraiment un livre que je recommande, mais lisez le roman, mais creusez davantage. Alors, c'est vrai que moi-même, je me demandais si c'était une bonne idée d'avoir choisi ce sous-titre. Donc un sous-titre qui est prolongé dans le 4e de couverture par... Donc les Américains ont-ils envahi l'Irak pour protéger un secret qui peut changer la face du monde, puisque dans Ourourad, il est question de secrets, de découvertes archéologiques totalement détruites suite à l'invasion américaine et à une volonté de s'en prendre à un site qui révèle des secrets qui ne doivent pas venir au grand jour. J'ai gardé le sous-titre dans la nouvelle édition parce que les échos que j'ai eus du livre de la part de gens vraiment d'horizons extrêmement différents ont toujours été bons. Je veux dire, on pourrait penser que ça peut être un livre sensible puisque ça touche à George Bush, au terme de croisade, de chrétienté, d'islam, de juifs, d'Israël, mais en fait, la guerre en Irak, c'est la toile de fond du livre. Et le livre lui-même, le sujet qu'il aborde, a fait l'unanimité parmi des lecteurs. Justement, j'ai un ami qui est théologien juif, qui a adoré le livre, qui l'a lu en une nuit. J'ai une connaissance, pas encore un ami, je ne l'ai pas rencontré, une connaissance qui est quelqu'un d'origine marocaine, qui est musulman sans être trop pratiquant, j'imagine, et qui a adoré le livre. J'ai un ami qui est très chrétien, qui a adoré le livre. Bon, apparemment, le livre fait le consensus. Il fait le consensus chez pas mal de lecteurs. C'est rare quand une fois dans un salon du livre, une dame était choquée. Elle avait aimé le livre, mais elle était choquée parce que ce livre décrit un peu l'arrivée des Américains plutôt du point de vue des Irakiens. Quand on est un pays de 20 millions d'habitants et qu'on voit arriver une armada imposante et 150 000 soldats et 100 000 contractants privés qui ont pour instruction de ne pas laisser les gens à moins de 50 mètres, sinon il faut tirer, c'est insoutenable. Enfin, si on vivait ça ici, je voulais, à travers ce livre, qu'on se rende compte de ce que ça peut être. Et donc, il y avait une dame, non, je vais pas faire de caricature, elle était comme ci, comme ça, mais qui était choquée par ça, qui avait aimé le livre, mais qui trouvait que j'avais été un peu fort, disons, dans la description de ce que ça peut entraîner comme atrocité. Mais pour tout ça, je crois que j'ai rien inventé. Justement, je me suis attaché dans le livre. Alors peut-être, il y a peut-être un passage où j'ai inventé. Je me suis attaché dans le livre pour tout ce qui était description de massacres ou de civils qui prennent une bombe, qui finissent déchiquetés alors qu'ils fuyaient une ville. Je me suis attaché à vraiment ne prendre que des articles de journaux du Monde, à ne m'inspirer que de faits vraiment réels. Comme les quelques lignes que je viens d'extraire du Monde diplomatique. Voilà, bon, là tu parlais ça parlait plutôt du pillage des musées. J'ai pas voulu inventer des faits pour faire pleurer dans les chaumières. J'ai pris des faits réels uniquement. Donc la dame en question... C'est bien d'apporter cette précision, Jean-Christophe, parce que certains pourraient penser, oui, c'est un roman, donc l'auteur a brodé, a inventé des personnages. Certes, les personnages sont inventés, mais tous ces personnages, tous les faits qui sont relatés dans Ourourad
partent sur des événements tout à fait authentiques, historiques, vérifiés. Oui, absolument. C'est ce que alors j'ai publié ce livre en Corée et donc une personne de la maison d'édition Hyundai Munak avec qui je discutais du livre me faisait remarquer que c'est une faction, comme l'appellent les Anglais. C'est-à-dire que on ne part que de faits réels, mais c'est la façon de relier entre eux ces faits réels qui est la fiction, disons. On ne peut pas faire le comparatif avec un Indiana Jones, par exemple. Je vois bien ce livre porté à l'écran. Oui, absolument. Il est un peu pensé comme ça, puisque ça commence par un chapitre. Qui ressemble à une sorte de futur proche. Un premier chapitre dans lequel on ne sait pas où on est. C'est une sorte de futur proche, mais rien n'est dit. Il n'y a aucun nom de ville, de pays. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet en Irak. Un archéologue qui est en train de faire Béchar al-Hilawi, qui est en train de faire une découverte. Une découverte fondamentale, surprenante, qui peut remettre en cause tout ce qu'on sait sur l'origine de l'humanité et aussi sur la science, sur la haute technologie, sur les possibilités du corps humain. Parce que tu abordes la Mésopotamie, tu abordes Sumer, tu abordes beaucoup de sujets qui ne sont pas vraiment bien connus. Alors, des auditeurs, des auditrices, des internautes. Oui. Certains, c'est vrai qu'avec Internet, on peut enrichir les connaissances personnelles à condition d'aller fouiller. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que je crois que tu voulais être archéologue toi-même. Ah, c'est vrai, oui. Alors dans cette émission, tu ne demandes plus comment était le petit Jean-Christophe Hussertier. Oui, je me souviens de cette question et j'avais dit que je voulais être archéologue. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je pense avoir hérité de mon père le goût pour la mythologie antique et l'histoire, et de ma mère le goût pour le fantastique, le mystérieux. Je pense qu'ils m'écoutent là, mes parents, ce soir, donc ma mère va être contente, parce que j'avais pas dit ça la dernière fois lors de l'émission de radio. Mais si une émission ressemble à une autre émission, quel intérêt de faire d'autres émissions? Absolument. Tu peux même dire le prénom de ta maman et de ton papa. Annie, ouais. Et Christian. Bonjour Christian, bonjour Annie. Bonjour. Bonjour papa, maman. Donc j'ai hérité où j'ai développé à partir de cet héritage l'amour de l'histoire antique, la volonté de remonter toujours plus loin dans les sources, d'en connaître plus, et de mettre en relation les mythologies, les histoires des différents peuples. Il me manquait d'une manière qui... on en parlera beaucoup ce soir. À l'école, on apprend l'histoire des civilisations et d'une manière générale, on apprend souvent les choses, mais il faut bien commencer par là, d'une manière très séparée. Les Grecs, les Égyptiens, la Mésopotamie, on en parle à peine, pas le croissant fertile, et puis c'est fini. Rome, on ne nous apprend pas toutes les correspondances qui existent entre ces mondes à travers les âges et puis à travers les migrations. Bon, les bases sont données, après, pardonne-moi, mais c'est démerdez-vous, quoi. Oui, si ça vous intéresse, cherchez. Mais alors récemment, je me faisais la réflexion, une réflexion qui s'applique à moi, c'est pas du tout une réflexion arrogante. Je pensais à quel point, tout en étant cultivé, en connaissant les choses, à quel point on ne sait rien. Puisque plus je lis de livres, plus je me rends compte que le savoir de base qui vient de l'école, c'est vraiment de base, quoi, la base. Et si on a parfois j'avais l'impression de bien connaître la Grèce lorsque j'étais adolescent. Alors après, il y a eu un grand creux, un grand vide. J'ai fait pendant un certain temps, j'ai fait du sport et des maths plutôt. Mais rugbyman, quoi. Handballeur surtout, et un peu rugbyman avant que je me casse le genou. Tu as la carrure, pour être... C'est pour ça que j'ai pas posé la question, mais que faisait-il le petit Jean-Christophe Hussertier? Parce que le petit Jean-Christophe Hussertier est devenu un sacré gaillard.
Merci Jean-Claude. Mais là, c'est fini le rugby, hein, je suis trop âgé pour ça. Alors, si je reviens à ma volonté d'être archéologue, donc elle a disparu à 11 ans parce qu'un adulte m'a dit mais non, archéologue, tu époussetteras des bouts de poterie dans une pièce sombre, c'est pas du tout ce que tu imagines, tu vas pas découvrir le tombeau de Toutankhamon, c'est pas ça, hein, la plupart des archéologues. Et donc, ça m'est sorti de l'esprit. Et puis, comme en France, on est très axé sur la science, c'est-à-dire quoi qu'on veuille faire, il faut être bon en maths physique. Enfin, en tout cas, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à mon époque, c'était comme ça. J'étais bon, j'adorais le handball aussi, donc je me suis surtout consacré là à la science et au sport et au handball. J'ai mené de front ces deux activités jusqu'à peu près 24 ans, jusqu'à ce que je parte. Petit garçon, il t'est arrivé de creuser des trous quelque part dans la région de Bordeaux? Non. Non, il m'est arrivé de... Non, j'ai jamais participé à des fouilles archéologiques. Je lisais plutôt des livres, disons. Donc tu n'as pas mis la main à la pâte, donc? Non. Avec un pinceau, tu n'as pas enlevé la poussière de quelques vestiges de poterie? J'ai visité et lu des livres. Je n'ai pas mis la main à la pâte. Donc ça viendra peut-être. Le rêve n'est pas terminé, il est encore d'actualité. Ah, il est tout à fait d'actualité et en ce moment je suis en train de revenir, de redécouvrir la Grèce par exemple, de redécouvrir la chrétienté, les débuts du christianisme à travers un livre, le livre suivant après Ourouad. D'avoir envie d'apprendre le sumérien, tu vois, c'est le fait de me replonger dans Ourouad pour cette émission m'a donné cette envie, parce que je lis beaucoup de choses sur internet, sur de nouvelles tablettes. C'est bien de le préciser, parce que cette émission t'a contraint. Mais je pense que tu as trouvé du plaisir à réviser, à revoir. Voilà, j'ai révisé, oui. J'ai amené des antisèches parce que lorsque tu m'as reçu la première fois et qu'on se vous voyait, le livre était beaucoup plus frais. Hein. Je l'ai écrit en fait en 2003. Je l'ai écrit au moment de la guerre en Irak, le 19 mars 2003. Pratiquement en situation. Oui, en situation. Au moment où on a annoncé la guerre, je savais qu'il y avait 100 000 personnes qui allaient mourir dans les mois qui venaient, et vraiment ça me touchait. Je sais pas, j'étais tout chose, comment dire, en voyant. Je sais pas si on a vu le discours de George Bush à l'époque, et j'ai eu une crise de fièvre intense la nuit même qui m'a laissé épuisé pendant 10 jours. J'ai eu plusieurs crises de ce type par la suite. Donc ça m'a vraiment marqué, et je venais d'écrire une histoire fantastique qui avait été publiée dans un recueil de science-fiction. Et je voulais écrire une histoire sur les soldats américains. Et à ce moment-là, quelques semaines après le début de la guerre en Irak, sans doute après le pillage, donc après le 11 avril, il y a un titre d'article qui était le suivant: destruction délibérée de l'histoire d'avant la Bible. Et là ça a fait tilt, c'est-à-dire que le lendemain j'ai eu l'idée du livre Ourouad. Alors ça c'est parfait pour un écrivain, c'est-à-dire que la totalité du livre vient comme ça brusquement à l'esprit, et on n'a plus qu'à l'écrire. Alors il faut dire que pendant une année avant d'avoir eu l'idée de ce livre, je m'intéressais aux mythologies, je m'intéressais aux similitudes des mythes. Des mythes du monde entier et de tous les âges, parce qu'on retrouve dans tous les points du globe, on retrouve le mythe du déluge, on retrouve le mythe d'un âge d'or durant lequel l'humanité, les humains vivaient longtemps, vivaient heureux, ne connaissaient pas la maladie, ne connaissaient pas la mort. Et en m'intéressant aux mythes, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à Sumer et à découvrir Sumer. Alors tu voulais m'amener... mais avant de t'amener à Sumer, mais tu y viens facilement, Jean-Christophe. Tu as pris un peu plus d'assurance. Je ne sais pas, c'est possible. Je suis plus en forme que la dernière fois peut-être. Quel est ton itinéraire ? Alors, mon itinéraire Parce que lorsque je regarde ton itinéraire, que les auditeurs et auditrices ne connaissent pas, je me dis c'est quand même assez exceptionnel que l'itinéraire professionnel de Jean-Christophe Issertier l'ait emmené à écrire ce qu'il écrit, ce qu'il a écrit, ce qu'il écrit, ce qu'il écrira. Comment en es-tu arrivé là ? Alors, après
Très vite, après avoir fini mes études, j'ai donc des études scientifiques, hein, une école d'ingénieur. Que tu peux nommer. Supélec, et puis j'avais fait un master à Subdeco également ensuite. Très vite, je suis parti en Corée du Sud. J'ai commencé à travailler dans le domaine de l'énergie. Dans le nucléaire puis l'hydraulique, donc dans une entreprise, je vais la citer parce que j'ai de très bons souvenirs dans cette entreprise qui s'appelle CGLEC. Je travaillais à l'export, donc nous avions installé un système de sécurité sur une centrale nucléaire coréenne. Nous avions aussi des affaires de centrales thermiques, et très vite je suis parti faire ma coopération pour cette entreprise à Séoul. Et à partir de là, mais je dirais même avant, j'ai toujours regardé les choses, le monde, les êtres, en essayant de porter plusieurs regards à partir de plusieurs angles, en ne tenant jamais pour acquis ce que je lisais dans les journaux, ou je me faisais toujours ma propre idée. Et en commençant à voyager, donc en vivant 2 ans en Corée du Sud, puis ensuite en voyageant pour les projets sur lesquels je travaillais, en passant beaucoup de temps au Pakistan, en Indonésie, un peu en Zambie, en Éthiopie, j'ai connu des hommes et des femmes de tous ces pays, du monde entier. J'ai eu ma propre version de ce qu'on pouvait lire dans les journaux, et je me suis rendu compte que entre ce qui se passe dans un pays, ce qu'on ressent lorsqu'on est au Pakistan par exemple en 1995, j'y passais du temps, entre ce qui se passe sur place et puis ce qu'on peut lire ou voir dans les informations quand on rentre à la télé, parfois on a l'impression que ça diffère un petit peu. Et je n'ai jamais perdu cette passion pour l'histoire qui est revenu à peu près à l'âge de 29 ans. J'avais déjà travaillé pendant un certain temps à l'export, et j'ai éprouvé l'envie d'écrire dans tous ces hôtels où je me retrouvais, à Tokyo, à Islamabad, à Jakarta ou ailleurs. Parfois la solitude m'aidait à pleurer et à me mettre à écrire, donc des poésies, des chansons, donc c'est venu tout naturellement. Et parce que j'avais eu quelques histoires d'amour qui s'étaient arrêtées, les premières peines de cœur, les premières histoires difficiles. Et ensuite, un jour, je me suis retrouvé à la tête d'une centaine de textes. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais l'envoyer pour publication. J'ai reçu plusieurs propositions, et donc c'est comme ça que ça a démarré. Le fait d'être publié, ou le fait d'avoir un petit prix, un concours, etc., c'est toujours quelque chose qui booste pour la suite. Mais j'avais vraiment envie d'écrire, quoi. Et puis cette envie, elle n'a fait que grandir. Alors autant quand j'avais 29-30 ans, donc j'ai commencé tard, je n'avais pas j'avais besoin d'être dans un état d'inspiration pour écrire. J'avais pas forcément si j'avais eu tout mon temps libre, je n'aurais pas pu l'occuper à l'écriture tout le temps. J'écrivais un poème comme ça de temps en temps. Et puis peu à peu, ça a pris de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur. Et puis j'ai fait mes gammes, parce que je pense que quand on écrit, il faut faire ses gammes pendant 10 ans. C'est-à-dire que en poésie, on peut, si on a appris à bien écrire, on peut tout de suite peut-être écrire comme ça de belles choses. Mais en prose, il faut quand même travailler. C'est rare qu'on ait rien fait auparavant, qu'on prenne la plume et qu'on arrive à écrire un texte de 200 pages qui soit sublime. Il y a un entraînement, comme en sport, comme quand on court le 400 mètres. Il faut faire ses gammes. Je pense que certains écrivains qui publient de très bons livres à 23 ans écrivent souvent depuis l'âge de 10 ans et ont fait leurs gammes. Donc j'ai fait mes gammes jusqu'à ce que cette idée de roman surgisse.
et séduisent donc un Patrick Denot. Alors je le cite, c'était je l'ai vu à midi d'ailleurs, là, il revenait de Guadeloupe. Patrick Denot est quelqu'un c'est un journaliste qui avait couvert la guerre Iran-Irak, donc une guerre fratricide, une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts entre, je crois, 1980 et 1986 par là. Et donc il connaissait bien l'Irak, et la première chose qu'il m'a dite quand il m'a téléphoné, c'est vous avez été en Irak, et je lui ai dit non. Tu n'as jamais mis les pieds en Irak? Non, je n'ai jamais mis, malheureusement, parce que on va le voir, c'est un pays à l'histoire riche. Tu n'as jamais été visiter le musée de Bagdad? Non. Alors comment peux-tu parler d'un endroit, d'un peuple que tu ne connais pas? Alors, alors d'abord, je peux parler des peuples disparus, puisque de toute façon, même si on va là-bas, j'aurai le même niveau de connaissance que les autres. Disons que justement, avec les images télévisées auxquelles on a accès, avec ce qu'on connaît du Pakistan. Alors je veux choquer personne en disant ça, mais c'est quand même comme ça qu'on fait sa tambouille, avec ce qu'on connaît du Pakistan, avec ce qu'on connaît du Maroc, avec ce qu'on connaît des pays pétroliers où les Japonais vendent beaucoup de pick-up Suzuki, et où on arrive à se faire une idée correcte, disons, de la scène où l'histoire va prendre place. Et plusieurs personnes qui ont été en Irak ont dit que c'était très réaliste. Donc tu vois, Jean-Claude, pour répondre à ta question, c'est possible. J'ai beaucoup utilisé aussi, pour être vraiment précis, je voulais que ce soit... il faut que ce soit précis, un roman. J'ai utilisé des cartes. À un moment, il y a une poursuite dans Bagdad, donc les rues, c'est le vrai nom des rues. L'activité commerçante dans la rue, c'est la vraie activité commerçante. Ça a pu évoluer depuis 2003, mais j'ai été précis dans tous ces détails-là, oui. Et en ce qui concerne le musée, alors, tu as commencé l'émission en citant un article paru dans le Monde diplomatique. Oui. Paru dans le Monde diplomatique. Alors, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que, en fait, ici ce soir, on va rassembler beaucoup de griefs contre l'armée américaine, contre les exactions, contre le pillage des musées en Irak. Donc, d'ailleurs, il y a un excellent livre d'un journaliste français dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle le pillage de l'Irak, qui parle vraiment de comment les choses se sont passées. Et moi, je voudrais citer un article, donc un article publié dans le Guardian. Alors, tout ce qu'on va dire a fait l'objet d'articles et d'émissions dans des journaux qui sont pas forcément anti-Bush ou anti-américains. Moi non plus, je suis pas anti-américain. Et dans le Guardian, par exemple, une lettre avait été publiée, une lettre adressée aux États membres de la coalition qui attaquait l'Irak. Et cette lettre était écrite par 9 éminents archéologues qui dénonçaient un groupement créé en 1994 qui s'appelle l'American Council for Cultural Policy, ACCP. C'est une organisation plutôt de marchands d'art, je suppose, d'avocats et de marchands d'art, qui, selon le New York Times, a négocié avec le département d'État et le département de la Défense des États-Unis, avant le début du conflit, un assouplissement de la législation qui protège l'Irak de la spoliation de son patrimoine historique. Le président de la CCP, Ashton Hawkins, qui est un avocat spécialisé dans le commerce d'art, a déclaré que la dispersion du matériel culturel à travers le marché est l'un des meilleurs moyens pour le protéger. C'est-à-dire qu'ils estiment que pour protéger la Dame de Warka, le grand vase d'Uruk, des pièces donc vieilles de 3000, qui datent de 3100 avant Jésus-Christ, eh bien mieux vaut qu'elles soient dans un musée quelque part plutôt que in situ ou dans un musée irakien local. Alors, je confirme, le gouvernement Bush
a-t-il laissé faire, voire facilité le vol des trésors antiques irakiens? Plusieurs scientifiques et journalistes n'hésitent pas à l'affirmer en s'appuyant sur les accusations d'un archéologue américain. On peut retrouver ça dans le numéro de Historia qui date du mois de juillet 2003. Le 24 janvier 2003, soit moins de 2 mois avant le déclenchement de l'intervention militaire en Irak, le ministère de la Défense américain reçoit une délégation de l'American Council for Cultural Policy, la CCP. Ce comité rassemble des riches collectionneurs et des spécialistes du marché de l'art, précise dans la rue française Richard Lebeau, historien du Proche-Orient ancien. Leur objectif affiché, faire pression sur le gouvernement américain pour assouplir la politique irakienne d'exportation d'antiquités qu'ils jugent trop stricte. Selon ces amateurs d'art mésopotamiens, les trésors archéologiques du pays, l'Irak, seraient davantage en sécurité dans leurs collections privées et dans les musées publics américains, avance Historia. Tu confirmes donc? Oui, je confirme absolument. Donc là, j'avais bien étudié la question. Donc tu cites un article d'avant le début de la guerre en Irak. En précisant qu'il y a un seul archéologue américain qui participe à cette réunion. C'est, comment s'appelle-t-il? McGar Gibson. Oui, je connais ce nom. Et beaucoup d'autres archéologues américains ont lancé un appel, alors on n'était pas invités à ce type de réunion, ont lancé un appel donc dès le 21 septembre 2002 pour épargner les trésors de l'Irak. En fait, il y a tout un ensemble d'archéologues américains et d'autres pays qui ont même été donnés au gouvernement américain ou au Pentagone des cartes très précises des sites archéologiques irakiens à épargner ou pour lesquels il fallait avoir une attention particulière. Bon, résultat, donc on ne peut pas dire que rien n'avait été fait pour prévenir le gouvernement américain. Résultat, en fait, tu as parlé du musée de Bagdad, mais en fait c'est tous les musées de l'Irak qui ont été pillés au fur et à mesure que l'armée américaine avançait. Donc le musée de Bassora, le musée de Kirkouk, le musée de Bagdad, tous ces musées ont été pillés. Les sites, certains sites sont, je crois que c'est le site d'Issin, une ville sumérienne d'au moins 2000 avant Jésus-Christ. Elle est complètement détruite. À Our, et c'est encore le cas aujourd'hui, Our est dans le périmètre de sécurité d'une base aérienne américaine. C'est-à-dire ils ont construit une base aérienne qui est peut-être sur la banlieue de cette ville antique. Elle aurait été rasée et démolie, cette base américaine. À la Talil Airbase. Ouais. Ah d'accord. Il y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Bon, peut-être. Il prépare le retrait, donc c'est peut-être pour ça. Certains sites ont été vraiment utilisés comme base. On peut supposer que si c'était de bons emplacements pour des villes à une époque où on se battait, c'est sans doute de bons emplacements aujourd'hui, légèrement en hauteur par exemple, pour installer des bases. Donc on n'a pas hésité à installer des bases, y compris à côté de Babylone. Donc il y a des chars qui ont roulé sur des dallages vieux de 2600 ans. Et puis, évidemment, quand on envoie 150 000 soldats comme ça dans un pays, forcément, certains se sont servis au passage. Alors, je crois que, pour être juste, il faut dire que c'est vrai qu'il y a on dit qu'il y a 170 000 pièces qui ont disparu. Dont des pièces donc majeures. Donc la harpe d'Our. Donc c'est une harpe qui a été retrouvée dans un cimetière qui date de 2600 avant Jésus-Christ à Our, cimetière qui présente la particularité d'avoir été le théâtre d'une hécatombe, c'est-à-dire qu'avec le roi qui était mort, ou la reine, ou la prêtresse, on faisait mourir également les dames de compagnie, les soldats, le fermier avec les chevaux qui tiraient un char, et on a trouvé des bijoux d'une finesse extraordinaire, et une harpe, la harpe d'Our. Cette harpe a disparu.
à l'époque du pillage. La dame de Warka, qui est le visage d'une déesse antique, peut-être Inanna. Et alors oui, sans doute Inanna, puisque Warka c'est le nom actuel de Uruk, et Inanna était la déesse d'Uruk. La dame de Warka avait également disparu, ainsi que le vase d'Uruk, qui est un vase vieux également de 4500 ans. On a retrouvé un certain nombre de ces pièces, hein, c'est-à-dire qu'après après quelque temps, il y a quelqu'un au très petit moyen, hein, il y a un soldat américain, qui a été chargé comme tu le disais, d'établir une liste et de rechercher. D'essayer de retrouver la trace de certaines pièces. Alors, on a retrouvé certaines pièces, elles ont été rendues à l'Irak, mais certaines étaient même en vente sur eBay. Alors voilà, on en a retrouvé dans les musées occidentaux, disons. J'ai un ami américain qui me disait il n'y a pas longtemps qu'il avait vu une pièce sumérienne, alors, je ne sais plus, en Californie. Voilà, donc c'est pas perdu pour tout le monde. Et puis, par la suite, hein, comme c'est humain, dans le chaos qui a régné suite à l'installation de l'armée américaine en Irak, des Irakiens eux-mêmes, des pillards classiques, ont été creuser des trous sur des sites. Alors je parlais d'Izine tout à l'heure. Quand on regarde Izine, on voit des trous partout. Donc c'est un site qui est complètement détruit, et malheureusement dans ces sites ce qui permet de connaître mieux l'histoire de Sumer, ce sont ces tablettes en argile sur lesquelles sont gravés des signes en cunéiforme, donc un cunéiforme donc on gravait avec un calame, c'est-à-dire un roseau coupé en biais, des signes qui ont commencé à apparaître de ce qu'on sait autour de 3300 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est la première écriture connue à Sumer. Et ces signes étaient d'abord arrangés sous forme de pictogrammes. Nous allons revenir sur tous ces points qui ne sont pas des points de détail de l'histoire, parce que alors, juste pour finir, cette envie de faire disparaître, d'escamoter carrément certaines civilisations, je reviens toujours au président George Bush. Qu'a-t-il voulu s'approprier? Alors, il y a lui je ne sais pas. Quand je dis lui, oui, ou voilà, les lobbies qui sont derrière lui. Celles et ceux qui étaient tout en accord avec lui. Alors, ce qu'on trouve dans les sites, juste pour finir sur les tablettes, ce sont des centaines de milliers de tablettes. En 2003, je crois qu'on avait, en 2003 non, à la fin du XXe siècle, on en avait retrouvé 500 000 à 1 million. Et on estime qu'il y a encore des centaines de milliers de tablettes à trouver, et qui nous donnent des indications sur l'histoire de Sumer et sur ces temps anciens, vraiment sur l'origine de l'humanité. C'est le plus loin qu'on puisse aller. C'est-à-dire qu'on a des écrits d'avant 3000 avant Jésus-Christ. Donc faire disparaître ces tablettes, les laisser piller, les laisser détruire, rouler avec un char dessus, construire une base aérienne peut-être sur un endroit où on peut en trouver, c'est détruire l'histoire de l'humanité. Jean-Christophe Issortier, il y a un auditeur ou une auditrice qui ne désire pas attendre minuit et demi pour te poser des questions. Bien. Comme il vient d'appeler au 01 34 12 12 22, nous l'accueillons? Allons-y. Bonjour, qui est là? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, mon très cher Jean-Claude. Bonjour, mon très cher Scrapitou. Bonsoir. Parce que là, on pourrait dire bonsoir quand même. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Vous êtes alors l'écrivain qui va nous parler de l'Irak et de ses pillages par les anglo-saxons et occidentaux. Non, on va parler des nouvelles machines à écrire électroniques. Vous venez de prendre l'émission alors. Les bonnes plaisanteries, on les fait au 1er avril. Et je viens de prendre là, il est minuit. Ah voilà, oui, ça fait un moment qu'on parle déjà. Je l'ai fait quand je veux. Je croyais que tu devais plus intervenir. Ah, comment? Je croyais que tu devais plus intervenir, que tu avais beaucoup d'occupations. Il m'avait semblé entendre ça. Mais oui, mais ça n'empêche pas que je peux prendre un petit 5 à 10 minutes avec vous autres. Oui, à condition que tu écoutes depuis 23h05 au moins. Attends. Moi, c'est une justification. Moi, j'ai toujours écouté IDFM à minuit. C'est une habitude. C'est vrai que là, tu viens de me dire que tu as commencé à 23h.
Mais moi, j'avais zappé. Bon, ça va faire 1 an maintenant, hein. Non, mais j'avais zappé, moi. Là, Oui. j'ai vu minuit, je voulais juste intervenir pour ouvrir le bal. Alors, ouvre le bal. Non, mais le bal est ouvert depuis assez longtemps, là. Je suis même un retardataire à des critiques que tu me fais. Mais il n'y a pas de critique au Scrapitou. Arrête. Allez, viens-en au fait. Viens-en. Je suis quelqu'un de sensible. Viens-en au fait. Non, alors viens-en au fait. Non, c'était juste pour vous dire que que je commençais à vous écouter. Et voilà, et c'est la première fois que j'appelle à minuit pile. Ça me fait plaisir d'appeler à minuit pile. Comme j'aime beaucoup la nuit, faut pas bailler là, Jean-Claude. Non, mais tout va bien. J'ai cru t'avoir entendu bailler. Je crois que je te fatiguais. Donc, ce que je te demande, si tu veux bien, c'est de continuer à nous écouter, à écouter Jean-Christophe Issartier. Oui. Et... C'est un écrivain. Oui. Il a parlé longuement de lui. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas parlé trop de la trame du livre, mais on a beaucoup parlé on entrait dans le cœur du sujet en ce qui concerne le pillage en Irak. Donc ça on a déjà parlé en fait. mais on va sans doute en reparler un petit peu. Durant la nuit. Oui. Vous restez jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus là. Okay. Ça fait 1 heure qu'on est là et le temps passe vite, donc je pense qu'on va rester encore un petit moment. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Oui. Je voudrais juste savoir, c'est votre premier livre que vous écrivez? Alors celui-là, c'était le premier roman. Avant celui-là, puisque comme je disais, il faut faire ses gammes. Pendant 10 ans, j'avais écrit publié des poésies, des nouvelles, et j'avais écrit un très mauvais roman qui j'espère on ne trouvera jamais. Mais c'est le premier roman, oui. Ah oui. Et comment vous pouvez juger d'un mauvais roman? Disons que 6 mois après avoir écrit quelque chose, on a un regard neuf et on voit tout de suite le niveau que ça a, quoi. Et tant qu'à faire, autant que ce soit Jean-Christophe Issartier qui dise de son premier roman que c'est un mauvais roman, plutôt que toi. Oui, non, mais c'est bien, mais là je suis d'accord. Non, mais moi je ne serais pas permis de dire à un écrivain, même si c'est son premier roman, je ne me permettrais pas de dire à quelqu'un que c'est un mauvais roman, parce que déjà le fruit, le fait d'avoir été dans la sphère de la création d'un roman, c'est déjà exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire et de pouvoir raconter quelque chose ou dire quelque chose. Bien, est-ce que l'on va pouvoir continuer à développer l'objet de ce roman? Mon cher Jean-Claude, mais tu me parais bien impatient. On va développer tout ça. Mais il n'y a pas d'inquiétude, mon cher Jean-Claude. Alors moi, je continue à vous écouter. Faut savoir que je viens de vous prendre en tout de suite là. Et je vous écoute. Et quand j'aurai des questions à poser, j'appellerai. Si j'ai pas de questions à poser, si vraiment vous êtes précis, clair, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Et en plus, il nous impose ses conditions. Oui, non, mais je pense que vous aurez l'occasion d'appeler. Précis, clair. Merci, Crapidou, à tout à l'heure peut-être. Merci à vous, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, messieurs les écrivains et messieurs les animateurs de radio. Merci, au revoir, Crapidou, à plus tard. Il y a un autre appel, pardon, je l'ai coupé un peu vite. Il y a un autre appel au 01 34 12 12 22, bonjour. Oui, bonjour, mon cher Jean-Claude. Bonjour, Enigma. Bonjour. Tu écoutes depuis quelle heure? Depuis 11 heures. Et tu n'as pas le prénom alors que j'ai dit Jean-Christophe Issartier au moins une vingtaine de fois. Il n'y a pas de mémoire, Enigma. Tu le connais? Mais je connais les auditeurs. Oui, d'accord. Oui, c'est très intéressant ce soir, c'est comme d'habitude. Vous avez écouté depuis 23 heures? Oui, le pillage des musées irakiens, etc. Oui. Je trouve ça quand même horrible, hein, pour un pays qui est un grand pays, malgré ce qui lui arrive. Et puis il y a eu une pile, il me semble, qui a été pillée, une pile, la première pile électrique du monde, qui a été pillée, je crois. Oui, alors je ne sais pas si elle a été pillée, mais c'est vrai qu'on a trouvé une jarre contenant les éléments qui donnent 1,5 volts, je crois. Et on peut penser que ça pouvait, que c'était quelque chose qui servait dans le JPAR, qui servait peut-être à produire des étincelles ou à animer des statues. Oui, les questions d'électricité. Oui. Mais alors je sais pas si ça a disparu. En tout cas, ça a pas disparu des mémoires. Je crois qu'on en parle partout sur
sur plusieurs sites internet. Alors, Jean-Christophe Issertier Enigma, il y a un message live de Neyman. Bonsoir Neyman. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Christophe. J'ai vu il y a quelque temps un documentaire qui parlait du pillage du musée de Bassora en Irak et d'un lien avec les Illuminatis et les Bilderberg. Est-ce cela dont vous voulez parler avec votre invité? Effectivement, j'ai vu aussi ce documentaire. Oui. D'accord. Alors, je suis pas habitué au triplex entre les internautes et les communications téléphoniques. Alors, bon, on pourra en parler, mais moi, j'ai écrit une fiction et je parle surtout, disons, j'utilise le fait que derrière le gouvernement américain, il y avait un lobby de chrétiens évangéliques très puissant. Qui a poussé un peu les républicains à devoir citer la Bible à tout bout de champ, à devoir prier avant le Conseil des ministres. Il faut savoir qu'en 1992, le père de George Bush, donc le père de George W. Bush, c'était George Bush, a failli perdre les élections contre les primaires au sein du Parti républicain contre Pat Buchanan. Et Pat Buchanan, c'était je me demande même, je crois que c'était un télévangéliste, ou c'était un représentant des chrétiens évangéliques. Donc ils ont une influence certaine sur la politique républicaine. Et on peut penser que parmi des personnes de ce lobby, oui, voir certains textes sumériens détruits et certains sites archéologiques détruits, quand on sait que des textes sumériens sont des textes qui se retrouvent, comme celui du déluge, sont des textes qui se retrouvent mot pour mot dans la Genèse de la Bible. Pour des personnes comme ça, on peut penser que, oui, peut-être, s'il n'y a pas eu volonté délibérée de détruire, ça ne les dérangeait pas que certaines cités et que cette histoire disparaisse, quoi, tout simplement. Pardon. Alors, ce qui est intéressant et qui est indispensable à apporter à la connaissance de celles et ceux qui nous écoutent, dont tu fais partie, Enigma, via Internet, j'ai extrait quelques phrases du discours du président George W. Bush, le fils, lorsque ce pillage a eu lieu. Enfin, plus exactement, lorsque les forces de la coalition sont entrées en Irak. Voilà ce qu'il dit: mes chers concitoyens, à cette heure, les forces des États-Unis et de la coalition ont entamé la première phase d'opération militaire destinée à désarmer l'Irak, à libérer son peuple et à défendre le monde contre un grand danger. Nous arrivons en Irak remplis de respect pour la population, pour sa grande civilisation et pour les religions qu'elle pratique. Je puis vous assurer que ce ne sera pas une campagne de demi-mesure et que nous n'accepterons d'autre issue que la victoire. Que Dieu bénisse notre pays et tous ceux qui le défendent. Merci. Oui, ça c'est le discours... Ouais, enfin c'est de la propagande. Hein. Ah non, le discours c'est pas de la propagande, il existe bel et bien. Le discours est là. Oui, non, mais il veut dire de la propagande c'est pour apporter du miel au monde, quoi. Plutôt que de dire de la propagande, l'Enigma, moi je qualifierais ça de mensonge, carrément. Bah oui. Alors, donc c'était le discours qui était prononcé le soir du 19 mars, donc les bombardements commençaient en même temps, juste après, en même temps, puisqu'il dit qu'ils ont commencé. Bon, on peut penser qu'à l'époque, une des raisons principales, la raison principale de cette attaque, c'est le pétrole, quoi. C'est le contrôle des ressources de la planète. C'est la possibilité de mettre des bases un peu partout, y compris autour de la Chine. C'est le contrôle du pétrole. Alors, pour parler de Rouad, dans le contenu... Pardon. Oui. Est-ce que c'est pas pour se rapprocher aussi de la Chine et de la Russie, pour étendre sa force Ah oui, d'une manière géopolitique, aux États-Unis, disons plus... Il y a la Chine qui est là, puis l'Irak, pour eux, c'est rien, quoi. Ils veulent simplement s'approprier ces terrains-là. Alors, l'Irak... Et l'Iran aussi, hein. L'Iran, ça va arriver. L'Iran, bon, espérons que non, mais... Non, espérons que non, mais bon, voilà. L'Irak, c'est 10% des réserves mondiales de pétrole, donc je pense que ça a été...
que l'Irak encore. Ça a été une raison suffisante, mais en plus, parce qu'il y a des moyens de contrôler, enfin pour un pays puissant, il y a des moyens de s'allier à un pays plus faible, mais en plus, je pense qu'il y avait une volonté, oui, de placer des soldats, de placer des bases, de manière à être présent. La Russie et la Chine sont puissants et ils veulent avoir du terrain et pour que l'opinion publique soit favorable dans leur sens. Oui. Alors, il y a le distinguo à faire entre le discours officiel et puis ce qui s'est passé et qui n'a pas été rendu officiel, sauf quelques années plus tard. Il faut quand même que vous sachiez, Enigma, et tu le sais aussi, Jean-Christophe Issartier, 3 archéologues, 3 diplomates plus exactement, ont donné leur démission au cabinet de George Bush. Oui. Lorsqu'il y a eu... notamment un qui s'occupait des affaires culturelles. Nous sommes d'accord. Parce que, donc, alors l'objet d'Uruad, c'est de dire, le pétrole certes, mais il y a une autre raison. Bien sûr. Une autre raison qui est plus secrète, plus théologique. Alors, il faut savoir que Sumer, c'est vraiment la première civilisation qu'on connaisse. Il y a... alors parfois on m'oppose, on me dit oui, mais on a trouvé... il y en a d'autres. Hein. On a trouvé des signes à Varna par exemple, je crois que c'est en Bulgarie. Mais on a trouvé quelques signes et on ne les a pas traduits. À Sumer, on a trouvé des centaines de milliers de tablettes qui constituent une histoire. On sait comment étaient les écoles à Sumer en 2000 avant Jésus-Christ. On sait comment se combattaient les cités-États à Sumer en 2700 avant Jésus-Christ. On sait comment étaient constitués les parlements. On sait comment a été créée la première ville. On a vraiment toute la civilisation, toute la société qui apparaît devant nos yeux. Est-ce qu'elle était moins évoluée ou plus évoluée, enfin autant évoluée que les pharaons? Elle était surtout, elle était développée avant, un peu avant l'Égypte. On pense que les mathématiques, c'est venu de Mésopotamie, c'est venu de Sumer. Donc Sumer, c'est le sud-est de l'Irak, quoi. Si vous voyez. C'est bien avant les Romains et les Grecs, parce que les Romains. Oui. Alors, pour vous situer, donc Sumer, c'est 3500 à 2000 avant Jésus-Christ. L'Égypte, je connais moins en fait. Hein, c'est peut-être les 3000 à 3000. Mais est-ce qu'il paraît que ça serait vraiment une civilisation de 10 000 ans, parce que le Sphinx, ils l'ont daté, il ne serait pas de 5 000 ans. Alors, de 12 000 ans même. Oui, genre quand même, hein. J'ai entendu ça. Bon, j'aimerais faire l'étude moi-même. C'est-à-dire que bon, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Oui, il y a des personnes qui... il y a une contre-expertise, c'est-à-dire, parce qu'il y a l'expertise officielle, voilà, c'est ça, et puis derrière une officieuse qui n'est pas connue. C'est ce que je vous dis là. J'en ai entendu parler. Ça nous amène dans le... Attention aux théories des complots, hein, que tu aimes bien, Enigma, hein, que tu aimes bien. Oui, mais bon. Moi, tout ça, je suis au courant. Hein, en fait, je l'ai pas fait pour ce livre pour Uruad, mais aujourd'hui je le fais. C'est-à-dire que moi, je puise je lis les théories du complot, toutes les histoires de lézards qui auraient déjà envahi l'humanité, etc. Tout ça, je le lis parce que ça peut me servir, mais pour moi, écrire des fictions, parce que je m'attache vraiment à lire les textes d'historiens, de scientifiques, de linguistes reconnus, avec lesquels, après ma lecture, je ne suis pas forcément d'accord, et j'écris des fictions fantastiques. Je m'attache, je ne veux pas me lancer dans des théories sans avoir tous les faits prouvés. Justement, attends, Enigma, c'est ce qui fait l'originalité du Ruad. Roman, certes, mais tous les faits sont précis, datés, vérifiés, authentifiés. Oui. C'est ça qui... Et c'est toi qui imagines une histoire avec des personnages plus ou moins fictifs, mais en te basant que de faits réels. Oui, c'est pas comme la science-fiction pure ou fantastique. Oui, mais tu n'as pas lu le livre de Jean-Christophe Issartier? Non, mais je vais le lire, je vais le voir. Ah, d'accord. Ouais. Oui, alors puisqu'on en parle quand même... Vous avez un site internet Oui, c'est uruad.com. Ah oui, ok. Uruad.com, il y a quelques informations. Il y a
le principe, le sujet du livre, c'est juste avant la guerre en Irak, des archéologues à Ourouad font une découverte majeure de momies, d'objets étranges qui ne devraient pas se trouver dans cette couche archéologique entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, et qui ont un rapport direct, on peut penser, avec l'histoire des patriarches de la Genèse. Ce sera tout pour l'instant. Ce sera tout pour l'instant. Ce sera tout pour l'instant. Enigma, je te propose d'écouter encore jusqu'à l'heure que tu voudras. D'accord ? Parce que je pense que nous allons parler, que nous allons parler de faits extrêmement intéressants, de Sumer, de la Mésopotamie, des tablettes cunéiformes, etc., etc. Il n'y a pas de trame précise, simplement te recommander d'écouter et puis de rappeler d'ici 1 heure ou 2 si tu veux bien. D'accord. Okay. Merci à toi. À plus tard. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, il y a plusieurs messages live qui sont arrivés de la part d'internautes. Neyman, si vous voulez mon avis, cela n'annonce rien de bon. Je ne suis pas parano, mais parfois je me pose la question. Lol. David Ike, c'est le pseudo de l'internaute. Pourrez-vous nous parler de la connexion entre Sumer et les Anunnakis ? On pourra. Oui, on pourra. Nous pourrons en parler. Léag, on peut en effet rapprocher la destruction des archives sumériennes par les Américains de la destruction des archives mayas par les conquistadors. Alors oui, c'est vrai que ça a été dramatique et il y a eu un auto-da-fé immense. Toutes les archives mayas ont été brûlées par les Espagnols. Il ne nous reste que quelques pièces, dont une qui est un calendrier qui parle de 2012, qui a fait l'objet d'une émission qui a été retrouvée, dernière, qui était il y a 15 jours, dans l'Allemagne nazie, qui avait été reprise par les Russes et qui a été retrouvée récemment. Ben oui, quand un pan de savoir comme ça disparaît, c'est tragique. Alors c'est pas seulement tragique pour les historiens, c'est tragique pour tout le monde, parce que connaître son passé, connaître son histoire, c'est parfois s'affranchir. Quand on va loin, quand on lit beaucoup, c'est parfois s'affranchir des divisions ou du communautarisme qu'on peut ressentir dans sa vie propre aujourd'hui. Parce que quand on lit Hérodote, par exemple, donc un grec de 450 avant Jésus-Christ, on en revient à cette idée que tous les hommes sont des frères, petit à petit. Plus la connaissance avance et plus c'est comme ça. Y aurait-il une volonté délibérée de la part de certains, sans les nommer, mais suivez mon regard, de vouloir faire disparaître certaines preuves historiques de la civilisation ? Alors, est-ce que je peux vous lire un... Mais c'est justement en pensant à cette phrase de ton livre que je pose cette question. Alors, je voulais lire deux petits passages, des passages qui ont été retrouvés sur des tablettes sumériennes, dans l'épopée de Gilgamesh, dans le poème du super sage. Donc je disais qu'on retrouve sur ces tablettes des textes qui sont repris mot à mot dans la Bible. Oui, je me rapproche du micro. Alors, Sumer, c'était un peuple totalement inconnu jusqu'au XIXe siècle. Pour les Hébreux, 8e, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, pour tous les peuples du Proche et du Moyen-Orient à cette époque, Sumer était vraiment connu comme le brillant ancêtre où la civilisation était apparue. Et d'ailleurs, les Hébreux, dans l'Ancien Testament, s'affilient en quelque sorte à Sumer en faisant venir Abraham d'Our. Donc on dit qu'Abraham est né à Our. Our, c'est une ville du sud-est de l'Irak. Et donc, alors je pense que si on reprend les datations, Abraham est né entre 2000 entre 2100 et 1800. Bon, ça dépend quelle datation on prend. Alors je m'intéresse pas là dans ce discours-là, est-ce qu'il a existé ou pas, etc. En tout cas, les Hébreux ont fait venir Abraham d'Our. Ça veut dire qu'il s'affilie vraiment à Sumer.
Et puis par la suite, alors surtout dans le récit de la création, hein, dans le récit de la création, de la Genèse, eh bien, il est directement issu, mais c'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire, du récit de la création originelle de cette région, comme tous les autres peuples avaient des récits de la création dérivés du récit de la création sumérien. Les dieux grecs sont de lointains descendants des dieux sumériens. Alors bon, il faut toujours se méfier du discours qui dit les dieux grecs, c'est pas des descendants à 100% des dieux sumériens, c'est des dieux sumériens qui ont été qui ont traversé des régions, qui ont traversé le temps, qui se sont mélangés avec des dieux locaux et qui ont comme ça petit à petit émigré de Mésopotamie. Et en fait, les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux mésopotamiens, il y a de nombreuses connexions entre tous ces dieux, entre toutes ces mythologies, parce que tout simplement les hommes voyageaient, des peuples disparaissaient, des peuples en envahissaient d'autres, et il n'y a pas de... Athéna, c'est une lointaine descendante d'Inanna, déesse de la sagesse et de la guerre. Donc on retrouve... Oui, alors je voulais revenir sur le déluge. Le poème l'épopée de Gilgamesh, on en a retrouvé des fragments qui datent de 600 avant Jésus-Christ. Ce sont des fragments assyriens. Et on en a retrouvé des fragments qui datent de 2100 avant Jésus-Christ à peu près. Le poème du super sage, dans lequel on retrouve le déluge, on a retrouvé des textes qui datent de 1700 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que 1000 ans ou 1500 ans avant l'écriture de l'Ancien Testament, on avait déjà le récit du déluge. Alors, Noé, dans la Bible, s'appelle Utanapishtim chez les Assyriens. Les Assyriens, c'est en gros entre 900 et 600 avant Jésus-Christ. Les Assyriens, ce sont eux qui ont vaincu l'État d'Israël et qui ont amené les Hébreux en esclavage. Donc Utanapishtim pour les Assyriens, c'était Atrahasis pour les Babyloniens, 1700 avant Jésus-Christ. Babylone que l'on retrouve dans la Bible. Babylone que l'on retrouve dans la Bible avec la tour de Babel. Et c'était Ziusudra, donc le nom originel de Noé, Ziusudra pour les Sumériens. Donc voilà le lointain ancêtre de Noé. Et si je peux, alors je peux lire un petit passage là. Mais tu peux, Jean-Christophe. Tout à l'heure j'avais l'impression que tu ne. Non, au contraire. Donc je vais lire un passage de l'Ancien Testament et un passage d'un texte sumérien qui lui ressemble. Ça permettra de faire le rapprochement. Hein. Pour confirmer mes dires. Alors, ça va prendre quelques secondes, tant que je trouve la page. Donc je les ai cités dans Uruad. J'en profite pendant que... Tu es prêt peut-être parce que j'ai plusieurs messages live qui sont arrivés. Je suis prêt. D'accord. Alors, dans l'Ancien Testament, tous les réservoirs du grand abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent et... Au bout du 7e mois, le 17e jour, l'arche reposa sur le mont Ararat. Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis il lâcha la colombe. Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Elle revint à lui vers l'arche. Noé lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le soir, elle revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Maintenant, je vous lis le texte de l'épopée de Gilgamesh. Le 7e jour, les tempêtes du déluge, qui telle une armée avaient tout massacré sur leur passage, diminuèrent d'intensité. La mer se calma. Le vent s'apaisa. La clameur du déluge se tut. J'ouvris une petite fenêtre. Le mont Nissir retenait le bateau et ne le laissa plus bouger. Je lâchai une colombe. La colombe prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint. Je lâchai une hirondelle. L'hirondelle prit son vol. N'ayant pas trouvé où se poser, elle revint.
Puis je lâchai un corbeau. Le corbeau prit son vol. Lorsqu'il vit les eaux se retirer, ayant trouvé de la nourriture, il se posa et ne revint plus. Voilà 2 textes où on retrouve Noé pour l'Ancien Testament et Ziusudra ou Atrahasis ou Utanapishtim pour le texte mésopotamien, qui ouvrent, enfin tous les 2 ouvrent une petite fenêtre à la fin du déluge. Tous les 2 s'échouent sur une montagne et on va voir sur quelle montagne pourrait être la bonne. Et tous les 2 lâchent des oiseaux, comme le faisaient les marins des temps antiques, pour voir si l'oiseau trouve où se poser ou pas. Donc là, pour les spécialistes, pour les assyriologues, la concordance est évidente. Ça saute aux yeux, voilà. Aux yeux et aux oreilles. Oui, oui, quelques messages live d'internautes. Neyman pose la question, selon vous, toujours en faisant référence à ces différents pillages, et en particulier au pillage du musée de Bagdad, selon vous, écrit Neyman, la raison était de s'accaparer un trésor inestimable à leurs yeux, ou bien de cacher un secret tout aussi inestimable, ou bien était-ce tout simplement pour l'appât du gain? Alors, on en a parlé de l'appât du gain, bon, il est présent, c'est évident. Dans le cas d'Uruad, je me suis axé sur ce fameux secret, sur les liens évidents entre les mythes sumériens et le récit de la création dans l'Ancien Testament, sur le fait que ce qui m'a frappé avant d'écrire Uruad, j'avais d'abord écrit une petite nouvelle de science-fiction, c'est que aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, de la science, des techniques, eh bien, nous sommes pratiquement à même de réaliser des exploits qui étaient dans la Bible et puis dans d'autres mythologies, des exploits qui étaient réservés aux dieux et aux demi-dieux. Alors, je ne vais pas dévoiler l'un des plus grands exploits, surtout pas. Mais qui est donc c'est une avancée scientifique que tout le monde connaît, mais dont je ne vais pas parler puisque c'est un des secrets du livre. Je pourrais faire l'objet non pas d'un jeu, mais peut-être plus tard que les auditeurs ou les internautes essaient de découvrir oui. Il y a quelque chose d'évident dans l'Ancien Testament, dans les premières phrases. Voilà, ça pourrait être un jeu, effectivement. Dans les premières phrases de la Genèse, Dieu accomplit quelque chose. Mais tu n'en diras pas plus. Et je n'en dirai pas plus. Laissons Dieu faire. Non, j'en dirai pas plus. Mais d'accord. C'est quelque chose qu'on est quasiment à même de faire, d'une certaine manière. Enfin, évidemment, si on prend les choses mot à mot. Et je crois beaucoup que les grands anciens étaient beaucoup plus pragmatiques que ce qu'on imagine et qu'ils écrivaient sur ceux qu'ils voyaient et ceux qu'ils connaissaient. Tu donnes beaucoup trop d'indices, Jean-Christophe. Je n'avais pas assez donné la dernière fois. Mais la dernière fois, c'était la dernière fois. Et là, c'est la première fois sur IDFM Radio Anguin. Alors, je te lis quelques messages live qui sont arrivés. David Icke, il ne faudra pas oublier le site de Tartaria en Roumanie, un autre Glosel méconnu en France. Je pense que nous en parlerons aussi de ce qui a été découvert à Tartaria et à Glosel. On pourra poser des questions à cet internaute. Hein, je suis pas. C'est la civilisation de Varna, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Et vous évoquerez peut-être aussi la civilisation de l'Indus détruite par les Ariens. Oui, alors le Mohenjo-Daro et Harappa, je pense que ce sont de ces grandes villes qu'il veut parler, où il y a, alors c'est à peu près concomitant, enfin c'est la même période que les Sumériens, il y a des villes qui datent de 2000 avant Jésus-Christ, je crois qu'on a des vestiges jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ dans cette région, donc au Pakistan et une cité pas loin de Karachi notamment. Troisième message live de David Icke. Avez-vous lu les livres de Graham Hancock? Que pensez-vous des Dogons? Ah, les Dogons. Non, je n'ai pas lu ces livres, malheureusement. Je ne connais pas. Mais si l'internaute peut nous en dire un peu plus, je suis preneur. Et enfin, dernier message pour l'instant, puisqu'il va y avoir un arrêt pendant quelques minutes, parce que j'ai oublié totalement de te dire que ces 90 premières minutes seront rediffusées vendredi en 15. Entre 14h et 15h30. C'est un message de moi
Bonjour moi, depuis le Colorado. Hello les amigos, le clonage pour le secret. Ah, comment on dit, c'est chaud, c'est tiède? À toi de répondre. C'est chaud. Je dirais même que c'est très très chaud. C'est très chaud. Mon cher Jean-Christophe, nous allons nous interrompre pendant quelques minutes pour nous retrouver après jusqu'à 6h du matin avec les internautes et les auditeurs de IDFM Radio Anguin. En même temps, je suis en train de chercher le générique que j'annonce tout de suite et on se retrouve dans quelques minutes. Si j'arrive à le trouver, voilà. C'est pas de générique ça, c'est pas de générique, c'est une musique d'ambiance. Vous écoutez IDFM Radio Anguin sur 98 FM Paris-Île-de-France et dans le monde entier sur www.idfm98.fr. Chaque jeudi de 23h à 6h du matin, 23h et non pas minuit, Scrapitou, de 23h à 6h du matin, toutes les étoiles en parlent en direct.